Et alors, bon après-midi à vous tous, Madame le professeur, chers collègues, chers élèves. C'est une tradition, nouveau pour moi, bien sûr, à HEC de recevoir à l'occasion de la rentrée grande école un invité de marque de l'univers intellectuel ou même scientifique. Bref, une personne exceptionnelle. Moi, si je peux dire, même un genius. Je ne sais pas si c'est un bon mot en français, mais je dis genius, si je peux le dire, parce que c'est un titre à propos de notre invité d'aujourd'hui, professeur Esther Duflo, lauréate de l'award de MacArthur Foundation, dit le MacArthur Genius Award. Alors, elle est là. Alors, je suis particulièrement fier de recevoir professeur Duflo, professeur au MIT, fondatrice, directrice de l'Abdel Latif Jamil Poverty Action Lab. Bienvenue, Madame la professeure. Nous sommes très, très honorés de votre présence ici aujourd'hui. Vous succédez à ce place plusieurs grands noms de science et de philosophie. Ils sont des noms et des hommes, je veux dire, de renom. Mais en même temps, c'est clair que nous manquons dans ce programme tous quelque chose dans l'histoire de cet événement qu'on a créé. Mais on a le remède aujourd'hui. Vous serez, après votre intervention, professeur Duflo, installé comme professeur honoris causa d'HEC Paris et vous deviendrez la première femme à parler à sa conférence et de recevoir cette distinction. Pour mon part, je m'espère que ça va ouvrir la voie, mais en plus nos yeux, à de nombreuses autres femmes de grand talent dans le monde pour inviter ici. Parlons maintenant un peu pour vous toutes du professeur Duflo, économiste de renom, professeur au MIT, où elle a donné des cours jusqu'hier, l'après-midi, où elle dirige la chaire Abdul Latif Jamil sur la réduction de la pauvreté et l'économie du développement. Diplôme d'école normale supérieure, diplôme doctorat de MIT en 1999, elle a installé la même année à MIT en tant que professeur assistante, puis professeur associé avec tenure, et en 2004, ainsi à 32 ans, l'une des plus jeunes professeurs d'MIT. Mais au-delà de sa pédigree académique et la star power de sa carrière, nous sommes particulièrement fiers de saluer aujourd'hui l'engagement dans la société civile qui caractérise depuis ses débuts avec l'application et l'intervention concrète dans les tests empiriques en vue de réduire la pauvreté. C'est cette démarche pragmatique, innovateur, qui elle permet d'être appelée en 2012 auprès de président Obama au sein de President's Global Development Council. Sa projet qui met la science à la cour de la lutte contre la pauvreté, c'est la spécificité du laboratoire d'action contre la pauvreté Abdul Latif Jamil. Professeur Duflo met toute sa énergie sur des expériences simples, concrètes, en usant des comparisons empiriques pour trouver des vraies solutions. Sa travail dans ce contexte a valu de plusieurs distinctions, et je veux nommer que quelques-unes. Le prix Ellen Bennett pour la recherche de l'American Economic Association en 2002. En 2005, Le Monde et le Cercle des économistes, elle décerne le prix de meilleur jeune économiste de France. En 2009, elle était parmi les lauréates du prix MacArthur pour le Genius Awards. En 2010, la médaille John Bates Clark. En 2011, lauréate et de médaille de l'innovation du CNRS. Et cette année, 2015, le Princess Asturias Award for Social Sciences. Il y a en plus. C'est évident que professeur Duflo est une référence mondiale dans l'économie et dans l'économie de pauvreté aussi. Un tel statut rend évidemment un écho avec l'engagement d'HEC dans ce domaine de recherche. Depuis 2008, HEC a possédé une chaire portant spécifiquement sur le lien entre les entreprises et la pauvreté, appelée la Social Business Enterprise and Poverty Chair, et dont l'objectif de travailler sur les business models d'une économie plus inclusive. Cette chaire, unique en France, constitue un grand motif de fierté pour notre institution HEC.
Elle fait, je crois, partie du Centre de Society and Organizations de ici d'HEC, un centre multidisciplinaire qui regroupe plus de 40 chercheurs et dont l'objectif est de mieux comprendre l'impact des entreprises sur la société. Un 40 chercheurs qui a gardé professeur Duflo ce matin et on a pensé qu'elle est peut-être pas venue pour, pour notre déjeuner, mais on a fait ça et elle est là pour nous, pour se parler en plus. Je sais, professeur Duflo, que vous avez rencontré ce matin cette équipe et j'espère que nos travaux de recherche seront toujours liés à la vôtre. Alors, Madame professeure, merci encore de nous rejoindre aujourd'hui pour transmettre à nos étudiants votre compréhension et votre conviction que la science est le meilleur allié de l'action contre la pauvreté. S'il vous plaît, tous me joindre pour donner un accueil chaleureux à professeur Esther Duflo. Bonjour, bienvenue, félicitations d'avoir réussi des concours difficiles et bonne chance pour votre carrière et votre dans l'ordre différent, votre scolarité et votre carrière à venir. Je suis très contente d'avoir cette occasion de vous parler alors que vous commencez juste probablement à sortir la tête des cahiers et des livres et vous demander pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce que vous allez en faire dans le futur. Pour vous donner peut-être une perspective possible sur ce qu'on peut faire avec l'économie et ce qu'on peut faire qui est à la fois pertinent pour la science et qui est pertinent, je pense, j'espère, pour le monde dans son ensemble. Vous êtes des brillants, intelligents, travaillez dur, et la pauvreté est un des problèmes qui, je l'imagine, vous saute à la tête quand vous y pensez. Et donc, vous vous demandez peut-être s'il est possible d'y faire quelque chose, et s'il est possible d'y faire quelque chose, comment y réfléchir, comment comprendre mieux, et comment trouver une place dans ce système. Si vous êtes un tout petit peu intéressé à des questions de pauvreté, et en particulier à des questions de lutte contre la pauvreté, il y a de bonnes chances que vous soyez posé la question sous la forme de la question suivante. Est-ce que l'aide au développement peut vraiment être efficace contre la pauvreté ? Et si vous avez continué un petit peu plus, vous avez sans doute entendu parler de deux grandes figures qui se trouvent travailler toutes les deux à New York, une au nord et l'autre au sud. Jeff Sachs au nord de New York, au nord de Manhattan, à l'université de Columbia, qui est vraiment complètement convaincu que les problèmes de pauvreté sont des problèmes d'infrastructure, des problèmes de climat, des problèmes de maladie, qui maintiennent les pays dans des formes de trappes de pauvreté dont on pourrait les sortir facilement si on acceptait de dépenser l'argent suffisant. Donc finalement, l'aide humanitaire, si on acceptait, nous, les habitants des pays riches, de dépenser suffisamment d'argent pour une période de temps assez limitée, on pourrait faire entièrement disparaître la pauvreté. À l'autre bout de New York, à New York University, vous trouverez William Easterly, avec son livre en particulier The White Man's Burden, qui nous dit exactement le contraire. Il vient de la Banque mondiale. Son premier livre s'appelait The Misadventure of an Economist in the Tropics et relate un petit peu ses expériences en tant qu'employé de la Banque mondiale essayant de changer les choses dans les pays en développement. Il est ressorti de cette expérience extrêmement désillusionné. Et finalement, il nous dit que l'aide au développement ne sert à rien, et même pire, en général, empire les choses en créant une pile de ressources qui crée des conflits sur lesquels les gens se battent, etc., et en empêchant les pays de découvrir leur propre voie et leurs propres solutions aux problèmes qui les concernent. Donc ces deux caractères se renvoient la balle de manière un petit peu contre-productive. Je les ai déjà vus
dans la même pièce ou pas très loin, disons, à se débattre eux-mêmes, et il ne se passe pas grand-chose. Parce que finalement, ils sont pas capables ils sont trop loin pour être vraiment capables de dialoguer. Et la raison, finalement, pour des discours tellement caricaturaux, c'est une demande qui est très forte pour un discours qui soit à la fois scientifique, qui soit appuyé d'une espèce de crédibilité académique, et qui en même temps nous propose comme ça des solutions claires et nettes. On aimerait bien qu'il y ait une solution magique contre la pauvreté, que ce soit l'aide ou que ce soit le marché. C'est bien si ça peut se résumer en 140 caractères qu'on peut envoyer dans Twitter. Et malheureusement, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Les choses sont plus compliquées que l'un ou l'autre ne nous le présente. En général, comment ils étayent leurs conclusions comme ça très radicales? C'est en comparant les trajectoires de différents pays. Donc, par exemple, Jeff Sachs va nous dire que là où il y a beaucoup de paludisme, il y a beaucoup de pauvreté. Donc, on peut faire une corrélation entre les deux et en conclure que si seulement on dépensait ce qu'il fallait pour éradiquer les moustiques et permettre une forte réduction du paludisme dans les pays où le paludisme sévit de manière endémique, ces pays s'enrichiraient. Inversement, William Easterly va nous montrer aussi des corrélations en nous montrant que les pays où il y a plus de démocratie ou plus d'économie de marché sont plus riches. Évidemment, le problème de ce type de régression, il y a plusieurs problèmes. D'une part, il n'y a pas tant de pays que ça, et il y a beaucoup de variables potentielles, peut-être potentiellement plus de variables que de pays. Alors effectivement, avec les développements de machine learning et data science, peut-être que maintenant on est capable d'aller à la pêche de la variable qui compte dans ces pays. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine, avec une expérience très spécifique et une combinaison de son histoire, des institutions actuelles, de sa géographie, etc. Et essayer de se dire, essayer de faire le processus mental de qu'est-ce qui se serait passé en Chine si seulement la situation était un peu différente, est extrêmement difficile. Et par ailleurs, les facteurs qui sont corrélés au succès ou au manque de succès sont peut-être corrélés à d'autres variables que nous mesurons mal. Par exemple, dans le cas du paludisme, on peut dire les pays où le paludisme sévit sont plus pauvres, mais peut-être que c'est parce que, après tout, certains pays ont été capables d'éradiquer complètement le paludisme. Par exemple, le paludisme existait au sud des États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y en a plus aujourd'hui. On peut éradiquer le paludisme en nettoyant les marécages, en utilisant des insecticides pour enlever les moustiques, etc. Donc peut-être que les pays qui ont encore du paludisme sont des pays qui sont finalement tellement mal organisés qu'ils sont incapables de chasser leurs moustiques. Et s'ils sont incapables de chasser leurs moustiques, peut-être qu'ils sont d'eux-mêmes incapables d'organiser un système productif efficace ou d'avoir des écoles qui marchent, etc. Donc peut-être que la corrélation entre le succès des pays, que ce soit en termes de niveau de revenus ou en termes de taux de croissance, et du paludisme qu'on observe, est une conséquence non du paludisme, mais du même facteur qui fait que les pays ont été incapables de gérer le paludisme. Et que si on gère le paludisme pour eux, ça ne réglera pas le problème. Donc, de là, on ne peut pas conclure de ce que je viens d'expliquer. J'espère que vous ne conclurez pas qu'on sait que le paludisme n'a pas d'impact sur la croissance ou la croissance économique ou la richesse des pays. Ce n'est pas le cas. Mais c'est qu'on ne peut pas vraiment en conclure de la corrélation que nous montre Jeff Sachs qu'effectivement le paludisme a ou n'a pas d'impact sur la richesse. Et de manière plus générale, je pense qu'il n'est tout simplement pas possible d'essayer de deviner le secret de la croissance simplement en comparant les expériences d'une centaine de pays ou même de 200 pays qu'on a à notre disposition. Il y a trop de facteurs qui bougent en même temps, plus des facteurs qu'on n'observe pas. Et finalement, ce type d'analyse n'a plus grand sens. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il suffit d'arrêter de se poser cette question-là? Finalement, c'est un petit peu la conclusion d'Easterly, qui dit qu'il faut rendre la lutte contre la pauvreté aux pauvres, en disant, donc il a cette expression, 7 milliards d'experts,
Tout le monde est un expert dans ses propres problèmes. Il n'y a pas d'expertise particulière que nous aurions à apporter en tant qu'économistes, ou particulièrement en tant qu'économistes du Nord. Nous n'avons pas les solutions pour les pays du Sud. Il faut laisser tomber. Et laisser le libre marché des idées et des biens et des facteurs faire son œuvre. Donc ça, ce serait un petit peu la vision d'Easterly. Mais ce n'est pas du tout la mienne, en fait. La mienne, c'est que, bon, si on ne peut pas percer le secret de la croissance, abandonnons cette idée de percer le secret de la croissance, revenons à un objectif beaucoup plus modeste, qui est, peut-être que je ne m'occupe pas de la croissance, mais je m'occupe d'autres mots, disons, d'autres aspects qui sont liés au fait d'être pauvre. Donc être pauvre, c'est aussi avoir moins de chances d'avoir une bonne éducation dans la vie, c'est avoir une plus mauvaise santé, c'est avoir moins de contrôle de sa propre vie, etc. Est-ce que si on prend ces problèmes les uns après les autres, des problèmes d'eau, des problèmes de crédit, des problèmes d'assurance, des problèmes de relations entre les genres, etc., etc., est-ce que ces problèmes-là, on peut les comprendre de manière individuelle? Et est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être développées et qui peuvent être testées pour adresser ces problèmes les uns après les autres, pour résoudre ces problèmes les uns après les autres? Et là, si on pose cette question de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus modeste, les sciences sociales, je ne regarde pas mon email, je regarde l'heure, les sciences sociales peuvent avoir un rôle de guide dans le cadre d'un processus que j'appelle d'expérimentation créative, où les expériences, disons, se succèdent et se construisent progressivement un savoir dans une espèce de dialogue entre l'expérience et la théorie. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je pense que ce besoin d'expérimentation, il est partout. Il y a une très jolie phrase de Franklin Delano Roosevelt en 1932, donc, quand il essaye vraiment de gérer la situation en suivant la crise de 1929. The country needs, and unless I mistake its temper, the country demands bold, persistent experimentation. It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another, but above all, try something. Et cette idée qui est à la fois optimiste sur la possibilité d'essayer quelque chose, mais aussi réaliste sur les échecs, etc., finalement, c'est une idée qu'on aimerait voir plus souvent parmi à la fois ceux qui décident, ceux qui sont au pouvoir en politique, mais aussi les chercheurs. Et c'est cet esprit d'expérimentation qui est à la fois une expérimentation scientifique et une expérimentation au sens plus intuitif du terme, que j'essaye d'avoir moi-même et de promouvoir. Et dans le cas de la pauvreté, bien sûr, cette citation, c'était la crise de 29, mais la lutte contre la pauvreté, en quelque sorte, c'est une réponse à une crise permanente, parce qu'il y a toujours une question d'urgence dans la pauvreté, dans le sens que c'est absolument inacceptable, le niveau de pauvreté qu'on observe aujourd'hui, et les différences de qualité de vie entre quelqu'un comme vous ou comme moi et quelqu'un qui a eu la malchance de naître au Congo. Quand on réfléchit à ces différences de qualité de vie, on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose maintenant. De ce point de vue-là, il y a une situation d'urgence et de crise qui est un petit peu permanente. Et la politique économique, de ce fait, a besoin d'imagination, mais elle en manque souvent. Je pense que c'est à la fois les chercheurs comme Jeff Sachs et Bill Easterly et les politiciens ou les décideurs politiques ont un petit peu le même défaut, c'est-à-dire ont tendance à être prisonniers de leur ambition d'en faire trop, de vouloir prétendre résoudre le problème en une seule fois. Il y a assez peu de campagne politique qui est sous le forme « je vais réduire le chômage de 1%. » Tout le monde essaye de dire « moi, je vais résoudre entièrement le problème du chômage. » Donc les promesses, peut-être à cause du processus politique, sont toujours un petit peu grandioses. Et de fait, mais malheureusement, la conséquence de ça, c'est que les solutions qui sont proposées sont toujours des solutions qui doivent se présenter comme ayant, en principe, la capacité de résoudre ce problème très difficile qui est posé entre nous. Or, si on posait des questions un petit peu plus modestes, mais qu'on était sérieux sur la possibilité d'y répondre effectivement, on pourrait peut-être faire plus de progrès.
Et je pense que les économistes, et de manière générale les sciences sociales, peuvent apporter une contribution à ce processus d'expérimentation créative qu'on aimerait voir dans le domaine politique, en identifiant des solutions nouvelles et en proposant des suggestions. Donc c'est expérimenter au sens, si vous voulez, vernaculaire du terme, c'est-à-dire on expérimente des nouvelles choses, comme on expérimenterait dans sa cuisine, mais aussi en évaluant rigoureusement par des recherches scientifiques l'expérimentation au sens scientifique, comme vous pourrez penser dans une expérimentation dans un laboratoire de biologie. Juste au cas où vous pensiez que c'est complètement évident, ce que je dis est trivial, que les économistes peuvent avoir un rôle dans le processus de décision politique, je voudrais reculer un petit peu, prendre un petit peu de perspective pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas du tout évident. Parce que en fait, la tradition dominante en économie néoclassique, disons, auquel j'appartiens, c'est l'école de Chicago, qui est une tradition qui est purement positiviste, dans le sens où c'est une tradition qui demande à l'économiste de décrire le réel, mais pas d'y intervenir. Donc l'idée, la métaphore de Friedman est que l'agent économique est comme un joueur de billard, et l'économiste est comme un physicien. Et le physicien peut observer les agents qui jouent au billard et en déduire la loi qui régit le mouvement des boules de billard, la friction, etc., regarder les lois physiques. Mais il faut qu'il se garde bien d'interférer dans le jeu parce que sa capacité de jouer au billard est probablement beaucoup plus faible que celle des joueurs de billard professionnels. Donc c'est un peu l'idée qui prévaut, la tradition, disons, qui implicitement ou explicitement domine beaucoup de l'économie, et qui est une tradition qui est très importante, et que j'accepte tout à fait, dans laquelle je m'inscris tout à fait, en particulier parce que l'économie du développement moderne, en un sens, naît avec Theodore Schultz, qui enseignait à Chicago, qui a eu un prix Nobel, et l'idée avant lui, l'étude du développement était plutôt reléguée à la sociologie ou au développement urbain, etc., et où on parlait de normes sociales, on parlait de gens qui étaient différents. Et ce que Schultz nous dit, c'est « forget about all of this ». Les pauvres, ils sont comme toi et moi, à part qu'ils n'ont pas d'argent. Et je trouve que comme postulat méthodologique, c'est un bon postulat méthodologique parce que d'abord c'est respectueux par rapport à ce qu'on avait avant et en même temps ça nous permet aussi d'appliquer les modèles et les analyses qui existaient à l'heure actuelle, à l'époque, au modèle de décision des pauvres. Donc par exemple, ils regardent au Guatemala comment les gens décident d'investir dans leur champ, combien d'engrais mettre, etc. Et proposent l'argument qu'ils font ça de manière aussi efficace que possible, à part qu'ils ont très peu de ressources, donc forcément ils ne sont pas très productifs. Donc dans cette tradition de Chicago, où il n'y a rien de spécial sur ce qui est la pauvreté n'a rien de spécial, l'économiste doit rester en dehors et se contenter d'observer les agents et en déduire les lois de l'économie. Je voudrais vous proposer une autre image un petit peu plus modeste, en quelque sorte, et un petit peu moins modeste en une autre sorte, c'est-à-dire de penser, est-ce que l'économiste, au lieu d'être un physicien, n'est pas une forme d'artisan? Al Roth, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a quelques années en market design, pense à l'économiste comme ingénieur. Moi, je vais un niveau en dessous et je dis, pensons plutôt à un plombier, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui a, sur certains sujets, comme l'effet des incitations, le rôle des incitations, comme depuis peu les interactions entre la psychologie et le comportement des agents économiques, comme la théorie des jeux, etc., la science économique s'est développée et a un certain nombre de connaissances. Il y a un certain nombre de connaissances qu'on a, d'expériences et d'expertise, qui peuvent être utiles potentiellement à des agents ou qui peuvent être utiles pour développer de nouveaux produits, de nouvelles institutions ou de nouvelles manières d'organiser la production, un système scolaire, un système de santé, etc. Donc il y a des petites connaissances comme ça que les économistes ont accumulées au cours du temps qui peuvent être éventuellement utiles. Et l'économiste doit se comporter comme un artisan expérimenté avec l'idée que dans certains domaines, il est capable de proposer
ses connaissances techniques ou sa capacité technique d'analyser les problèmes, sans se prendre comme Dieu qui aurait les lois universelles, mais en même temps sans se dire « oh là là, je ne peux toucher à rien parce que les agents savent tout ». Alors, pourquoi je pense que c'est important de réfléchir comme ça? Parce qu'il faut d'abord accepter, refuser d'accepter le postulat que les agents savent tout. Bon, peut-être que ça vous paraît évident parce que vous n'avez pas encore fait beaucoup d'économies, mais bientôt vous allez voir que dans beaucoup des domaines que vous étudierez, les agents savent tout. Et ils ont aussi une capacité infinie à faire des calculs et à utiliser comme ça leur savoir de manière à prendre les décisions les plus appropriées. Par exemple, en théorie des jeux, je connais mes préférences, je connais les tiennes, je sais que tu sais que je sais que je sais, etc. Et ça nous permet sous ces hypothèses-là, le jeu se joue d'une manière ou d'une autre. Et tout devient beaucoup plus compliqué quand on dit peut-être que, par exemple, je ne sais pas ce que tu sais, ou alors je sais ce que tu sais, mais je ne sais pas ce que tu sais que je sais. Et ça devient beaucoup plus compliqué, et on se rend compte qu'à ce moment-là, ça change aussi la manière dont les gens jouent. Et en fait, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, même pour des décisions qui nous paraissent, disons, qui nous paraîtraient les plus basiques, par exemple, les décisions d'un fermier de combien utiliser d'engrais, qui est la décision que Schultz considérait le problème qui l'a motivé pour dire les fermiers sont pauvres mais efficaces, c'est la question de l'engrais. Alors, c'est une question qui non seulement a une forte histoire dans l'économie du développement, mais encore a des conséquences politiques. Parce que si on pense que les gens savent exactement ce qu'ils font, dans ce cas-là, il n'y a absolument aucune raison de subventionner les engrais. Parce que si les engrais étaient effectivement efficaces, les fermiers auraient déjà décidé de les utiliser. Donc le seul effet de subventionner les engrais serait d'avoir trop d'utilisation des engrais. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que les gens ne savent pas exactement combien d'engrais utiliser? Eh bien, c'est que les fermiers, finalement, ont très très peu l'occasion d'expérimenter. Parce qu'ils ont un champ qui est peut-être pas très grand, avec lequel il faut qu'ils nourrissent leur famille, et que si la récolte ne marche pas une année donnée, personne n'a rien à manger, c'est un problème. Donc, dans un environnement où ils ne sont pas très bien assurés contre les risques, ils ont très très peu d'opportunités d'expérimenter, et ils peuvent être très très prudents. Donc du coup, s'il y a un truc qui marche plus ou moins, une quantité d'engrais, par exemple 0, qui marche plus ou moins, ils peuvent se dire, on va en rester là, c'est possible que ce ne soit pas la meilleure chose à faire, je m'en rends bien compte, mais ça ne vaut pas le coup de prendre un risque et après de me rendre compte qu'en fait, j'ai gâché ma récolte pour l'année. Alors effectivement, ils pourraient copier sur leurs voisins, mais copier sur leurs voisins réduit encore plus l'incitation à l'innovation, puisque maintenant, vous vous dites, ouais, il devient toujours possible de tirer parti de l'expérience d'un autre, donc on va plutôt attendre, ça me donne encore plus de raisons de rester où j'en suis, et d'attendre jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait fait l'expérience, comme ça, si lui, ça marche, moi, je vais le faire aussi. Mais si tout le monde attend, dans ce cas-là, personne n'innove. Et du coup, l'innovation, le niveau d'innovation dans la société, dans ce village en question, est très très faible, et beaucoup plus faible qu'il ne serait dans une société, idéalement, beaucoup plus faible que l'optimum social, à cause de cette combinaison de la résistance au risque, de la peur de la résistance à prendre des risques, et de la volonté d'attendre que ses voisins prennent le risque à sa place. Donc dans un environnement de ce genre, l'expertise agricole qui vient de l'extérieur, qui fait les expériences d'une ferme expérimentale et qui donne la réponse, peut être utile, ou alors la subvention des engrais, simplement parce que c'est une subvention à l'expérimentation. Personne n'utilise d'engrais, on dit on va subventionner un petit peu les engrais, voyez ce que ça vous donne. Donc, par exemple, au Malawi, ils distribuent ce qu'on appelle des starter kits, c'est-à-dire un petit paquet d'engrais pour essayer sur une partie de votre champ. Alors, je vous raconte tout ça et vous dites très bien, ça veut dire qu'il faut des experts agricoles, mais vous ne m'avez toujours pas dit s'il fallait des économistes. Alors j'ai pris l'exemple de la décision agricole parce qu'elle est simple à utiliser, mais on peut prendre, maintenant je vais vous donner un exemple qui est plus pertinent pour l'expertise économique. Alors, on va continuer sur les engrais puisqu'on est parti sur ce thème, et on peut dire,
est-ce qu'il y a d'autres problèmes au-delà de l'expérimentation? Eh bien, il semble que ce soit le cas parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les engrais, justement sur l'utilisation des engrais au Kenya, et j'ai remarqué que presque tout le monde voudrait utiliser des engrais, et effectivement, tout le monde le fait à un moment ou à un autre. Certaines années, ils mettent des engrais, certaines années, ils n'en mettent pas, pour le maïs. Certaines années, ils en mettent, certaines années, ils n'en mettent pas, et ils en mettent quand ils ont de l'argent disponible, et ils n'en mettent pas quand ils n'ont pas d'argent. Alors, comment ça se fait qu'ils n'aient pas d'argent? Alors, d'une part, il n'y a pas tellement de crédit, mais les engrais, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, en principe, ce serait possible pour eux d'épargner un petit peu de la récolte, de le mettre de côté et d'acheter des engrais. Mais souvent, ils ratent un petit peu ce passage parce qu'ils ont de l'argent juste après la récolte, mais il se passe quelques semaines entre la récolte et le moment où il faut utiliser les engrais. Ils ne l'achètent pas immédiatement parce qu'ils n'en ont pas besoin tout de suite, mais le temps venu, là où il faut vraiment acheter et utiliser les engrais, ils n'ont plus d'argent. Et donc, à cause de ce comportement de procrastination, l'utilisation des engrais est beaucoup plus faible que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas ce comportement de procrastination. Et le comportement de procrastination est vraiment fondamental à la nature humaine. Ça, c'est vraiment une question de psychologie de base. Réfléchissez vous-même, par exemple. Combien de fois vous vous êtes demandé si j'irais plutôt faire une course à pied aujourd'hui ou plutôt demain? Et cette procrastination, ça peut-être expliquer le problème des paysans. Lors de la récolte, ils se disent « Bon, je n'ai pas besoin d'aller acheter les engrais tout de suite, puisque de toute façon, je n'en ai pas besoin tout de suite. » Mais du coup, ils ont tendance à un petit peu trop consommer, et du coup, quand ils arrivent à la fin, l'argent a été dépensé autrement. Donc, si c'est ça le problème, et ça, c'est un problème que nous, on analyse grâce aux travaux, par exemple, de Matthew Rabin et Ted O'Donoghue, qui nous parlent de ces questions de procrastination, on se dit, bon, dans ce cas-là, si c'est ça le problème, on peut élaborer une solution. Et la solution est très simple. Il suffit de donner aux gens une toute petite incitation à agir aujourd'hui plutôt qu'à attendre demain. Et la toute petite incitation, en l'occurrence, c'est de venir rendre visite aux gens juste après la récolte et leur dire « Si vous me donnez l'argent maintenant pour l'engrais, je vous le livre au moment où vous en avez besoin. » Donc la toute petite incitation, c'est juste les gens, de payer ce coût de transport. Ils n'ont pas besoin d'aller en ville pour chercher l'engrais. Et s'ils font ça, ils peuvent avoir... s'ils acceptent de le faire immédiatement après la récolte, ils gagnent ce petit coût d'effort. Alors, dans un modèle le plus classique, néoclassique, ça n'aurait aucun effet parce que c'est une toute petite subvention. Ce n'est pas du tout une grosse subvention comme celle qui est préconisée par Jeffrey Sachs, mais dans un modèle où il y a un problème de procrastination, on verrait un effet important. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place ce modèle, on l'a inventé, précisé, etc., et mis en place avec une ONG, livraison gratuite à ceux qui choisissent d'acheter les engrais juste après la récolte. Pour l'évaluer, on a fait une expérience en l'offrant à certains fermiers choisis au hasard, et on compare la différence, et on trouve les résultats suivants. Utilisation des engrais cette année, sans le programme, donc contrôle groupe, 30%, des fermiers tout à fait comparables, puisqu'ils ont été choisis au hasard, à laquelle ce programme d'achat en avance a été proposé, on passe à 51%, donc une différence quand même assez importante. Et au milieu, c'est, pour comparer, 50% de réduction, mais offert à la fin, juste au moment où il faut acheter les fermiers. Donc le programme Jeffrey Sachs. Et vous voyez que 50% de réduction, qui est beaucoup plus cher par fermier qui le prend effectivement, a un effet moindre que cette toute petite subvention qui est bien définie. Donc tout ça pour dire que là, c'est vraiment complètement une invention d'économiste qui est fondée sur la connaissance économique, l'observation du terrain de manière assez précise, et une solution assez similaire à celle d'un plombier qui vous dirait vous pouvez régler votre fuite en mettant un joint ici. C'est une espèce de joint, en quelque sorte. Un autre exemple qui est très connu, c'est le microcrédit. Le microcrédit, dans sa forme actuelle, a été vraiment pensé et mise en place par Mohamed Younous, qui était professeur d'économie à l'université de Dakar, qui a vraiment imaginé une institution nouvelle qui prenait en compte le capital social, c'est-à-dire la capacité de gens d'un même village à se surveiller les uns les autres,
Les incitations dynamiques, c'est-à-dire le fait qu'on puisse, si vous vous comportez bien aujourd'hui, je vous renouvelle le crédit, sinon non. Les réunions régulières pour permettre de prêter aux pauvres, alors qu'il en était que les banques avaient complètement fermé le marché du crédit aux pauvres. Donc ça, c'est vraiment une innovation, un exemple tout à fait typique et extrêmement, qui a eu un énorme succès, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 millions de clients de microcrédit dans le monde, d'invention vraiment d'un nouveau mécanisme économique. Mais, et c'est une bonne transition, on doit quand même se poser la question, quel est l'effet du microcrédit une fois qu'on arrive donc à prêter aux pauvres? Est-ce que c'est bien pour eux ou est-ce que c'est pas bien pour eux? Et ça, de manière générale, ça nous ramène à la question de l'évaluation. Évaluer est indispensable, parce qu'on peut avoir ces idées qui sont, en principe, pas bêtes, mais on se trompe beaucoup. Parce que ces idées sont souvent fondées sur des modèles. Les modèles simplifient la réalité pour pouvoir l'analyser, mais ça peut conduire à ignorer des aspects importants, de la même manière que quand une industrie pharmaceutique prépare une molécule de médicament fondée sur la biologie, ça peut avoir des effets secondaires qui viennent d'une partie de la molécule dont ils ne se sont pas posé la question. La même chose, évidemment, peut arriver en économie, c'est-à-dire on peut complètement ignorer des aspects parce qu'on était complètement concentré sur un autre aspect et faire des propositions qui s'avèrent absolument débiles. Donc on pourrait se dire, oh là là, c'est une raison de rester inactif parce qu'on pourrait faire plus de mal que de bien, c'est possible, mais c'est oublier qu'on n'est pas du tout les seuls à se tromper, tout le monde se trompe. Les organisations internationales se trompent, les gouvernements des pays en développement se trompent, les industries, les compagnies se trompent. Et la question, c'est est-ce qu'on peut tirer les leçons de toutes ces erreurs? Et souvent, on n'en tire pas vraiment les leçons. Donc, la capacité à se tromper, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire du tout. La capacité à se tromper, ça veut dire qu'il faut savoir qu'on s'est trompé et partir en avant. Donc, dans le monde du venture capital, dans lequel certains d'entre vous probablement entreront bientôt, c'est la mode d'aujourd'hui qui s'appelle « failing fast ». C'est bien, il faut keep going from failure to failure, but learn from them. Donc c'est un petit peu la même idée, cette idée, disons, de l'importance de l'échec, tant que c'est un échec qui est analysé et compris et qui permet d'aller plus loin. Donc, là encore, je pense que au moins pour la deuxième fois, vous devez être en train de vous dire que je vous dis des platitudes complètes, parce que c'est évident que c'est important d'essayer et puis de reculer, et de tirer des leçons de ce qu'on fait, quels que ce soit des échecs ou des réussites. Mais la vérité, c'est que très peu de programmes, encore que les choses se sont améliorées ces dernières années, mais très très peu de programmes de politique sont bien évalués. Et ici, je parle à la fois de politique économique dans les pays riches, de politique économique dans les pays pauvres, ou de programmes d'aide. Alors pourquoi? Une possibilité, c'est que personne ne veut d'évaluation. Parce que les partisans d'un programme ont toujours besoin de montrer leur réussite. Il y a donc une tendance générale à surestimer ses succès. Et si vous arrivez avec votre évaluation bien faite et vos résultats modestes mais positifs, personne ne vous écoute de toute façon. Donc c'est un petit peu déprimant, donc pourquoi faire ça? Donc l'idée, c'est que personne n'est dupe, tout le monde sait que tout le monde surestime, mais comme tout le monde réalise que tout le monde surestime, ben voilà, c'est comme ça, et on ne peut pas sortir de cet équilibre. C'est possible, il y a des gens qui disent que c'est ça la raison, moi je ne pense pas honnêtement. Je pense que beaucoup de gens aimeraient vraiment bien savoir si ce qu'ils font c'est utile ou pas, mais ils ne savent pas parce que l'évaluation est difficile en fait. Alors pourquoi l'évaluation est difficile? Et pourquoi l'évaluation des politiques publiques est différente de l'évaluation d'un nouveau modèle de voiture? C'est parce que quand vous faites un nouveau modèle de voiture, vous n'êtes pas obligé de faire une expérience pour regarder si c'est une bonne voiture ou c'est une mauvaise voiture. Encore que dans les compagnies, il y a beaucoup de processus expérimentaux, en particulier Google, Facebook, Amazon, etc. Font tout le temps des expériences sur vous, sur nous, en essayant des choses, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Mais dans disons, les industries plus traditionnelles, on invente une nouvelle voiture, on la met sur le marché, puis si personne ne l'achète, on se rend compte que ce n'était pas la bonne voiture et on change. Mais dans le domaine des politiques sociales, on ne peut pas faire ça, parce qu'en général, les gens n'ont pas vraiment le choix d'acheter la voiture qu'on leur propose. Si je parle d'un système éducatif, par exemple, comme les systèmes éducatifs sont souvent gratuits pour de bonnes raisons, parce qu'on pense que la société pense qu'il est justifié de subventionner l'éducation, eh ben, les gens vont à l'école publique, c'est l'école publique, il n'y en a qu'une. Donc, ils n'ont pas vraiment le choix.
Alors ils peuvent décider de ne plus y aller. Et on voit certains États de l'Inde où il n'y a plus personne dans les écoles publiques. Ils sont tous partis dans les écoles privées. Alors là, on se rend compte que probablement l'école publique est vraiment pas bonne. Mais c'était un petit peu tard, parce qu'on a déjà dépensé beaucoup d'argent. Donc quand on se pose la question de la meilleure façon d'organiser l'école publique, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se fier au fait que les consommateurs vont voter avec leurs pieds. Quand on vend des voitures ou des pommes, on peut faire ça, mais quand on vend de l'éducation publique, on ne peut pas. Et en fait, c'est la différence fondamentale. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le market test dans le cas des politiques publiques. Ou alors, quand il arrive, c'est vraiment trop tard. Donc, il n'y a aucune garantie qu'une nouvelle politique, une nouvelle idée ait un impact. Donc, pour s'assurer qu'il y a un impact, il faut faire deux choses. D'une part, s'assurer que la politique a bien eu lieu comme on le pensait. Ça, c'est facile, c'est l'audit, le suivi financier. Et ensuite, il y a l'évaluation d'impact, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment est-ce que le programme, l'intervention a eu les résultats qu'on espérait. Et c'est là qu'on entre dans la difficulté parce que c'est plus descriptif maintenant. On ne se demande pas le nombre de gens qui vont à l'école, on ne se demande pas la fraction d'entre eux qui savent lire, on se demande, on essaye de comparer ce qui s'est passé en réalité à ce qui se serait passé si on a fait plutôt autre chose. Donc en fait, on compare à quelque chose qu'on n'observe pas. Donc on observe toujours que la moitié de ce qu'on voudrait. On observe quelqu'un dans un état de la nature, on voudrait le comparer à cette même personne dans un état alternatif qu'on aurait pu faire à la place. Et vous voyez bien la difficulté, on ne l'a pas tout simplement. On n'observe jamais les gens avec ou sans un programme en particulier. Donc la difficulté, c'est de remplacer cette absence de données par autre chose et de constituer ce qu'on appelle un groupe de contrôle adéquat pour le traitement qui est la politique qu'on voudrait étudier. Donc comment faire? Alors, je vais vous donner un exemple. Je réalise que je suis en train le temps m'échappe, mais je vais vous donner un exemple qui est la question de la parité homme-femme en politique. Près de 100 pays ont des règles qui garantissent la représentation politique des femmes, et on pourrait se demander quel effet a cette loi? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont élues? Ça, c'est assez facile à voir, mais est-ce que d'avoir des femmes en politique, ça veut dire que les femmes font des choses différentes des hommes? On pourrait se poser exactement la même question sur les femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Mais le problème, c'est que les pays qui élisent une femme président ou les villages qui élisent une femme maire sont sans doute très différents des autres qui ne le font pas. Par exemple, ils discriminent peut-être moins contre les femmes. Donc peut-être qu'ils s'occupent mieux de leurs petites filles, pas parce qu'ils ont une femme mère, mais au contraire parce que, de manière générale, ils traitent toutes les femmes mieux, ils traitent leurs petites filles mieux, et ils ont aussi une femme mère. Donc on ne peut pas comparer les villages avec des femmes mères avec celles qui n'en ont pas pour savoir l'impact d'avoir plus de femmes en politique. Parce qu'on est en train de comparer des pommes et des oranges. Donc comment on résout ce problème? Dans l'économétrie traditionnelle, c'est de dire je vais contrôler, c'est-à-dire je vais essayer de tenir en compte tout ce que j'observe dans le monde pour essayer d'avoir une situation toute chose égale par ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'a jamais fini en fait cet effort. On n'a jamais fini parce que qu'est-ce qu'il faudrait contrôler, par exemple, dans ce cas des femmes mères? Est-ce qu'il faudrait que je mette le taux de naissance de garçons ou de filles? Il faudrait que je mette l'éducation des femmes, mais peut-être que l'éducation des femmes, en même temps, c'est une conséquence d'avoir des femmes mères plutôt qu'une variable oubliée, etc. En fait, on revient au problème qu'on avait avec les pays avec le nombre de pays. Simplement, on ne sait pas par quoi il faut contrôler pour être sûr qu'on a bien tout contrôlé. Donc la solution sur laquelle moi je travaille avec mon laboratoire, le Jamil Poverty Action Lab, laboratoire d'action contre la pauvreté, c'est l'évaluation aléatoire. Et là, l'idée, c'est inspiré donc des essais cliniques pour les médicaments. C'est avant le début du programme, choisir aléatoirement parmi un groupe de bénéficiaires potentiels, qui peut être des villages par exemple, un échantillon de participants au programme, qui sera notre groupe test ou traitement, et le reste constitue le contrôle. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais c'est souvent possible, soit pour des programmes pilotes, soit quand le budget est limité, soit quand un programme est en phase d'expansion, soit parce qu'il se trouve qu'allouer le programme au hasard est la manière la plus équitable de le faire ou la plus transparente. Donc, quand on est capable de randomiser comme ça, c'est-à-dire de choisir aléatoirement un groupe de traitement et un groupe de contrôle, toutes les différences intrinsèques
entre les deux groupes devrait s'annuler dans les échantillons suffisamment importants. Et donc, si on trouve une différence, par exemple, entre les villages à qui on a dit « vous devez élire une femme mère » et les villages à qui on n'a rien dit du tout, on a effectivement l'effet causal d'avoir une femme mère plutôt qu'un homme. Alors, dans le cas de la parité homme-femme en Inde, ça a été fait, pas du tout pour des raisons d'évaluation, mais en 1993, il y a eu un amendement de la Constitution en Inde qui prévoyait que les conseils municipaux devaient comprendre un tiers de membres féminins et qu'un tiers des maires devaient être des femmes. Et pour éviter les manipulations, de trouver toutes les femmes absolument au milieu de nulle part, etc., dans les pires endroits, ils ont dit que ça se ferait à chaque fois au hasard. Donc à chaque élection, ils tirent un tiers de village et ils leur disent « vous pouvez élire qui vous voulez, tant que c'est une femme ». Et donc on peut regarder l'impact sur le type de décision prise par les conseils municipaux. Et ce que vous voyez, c'est que les femmes font plus d'investissements en eau potable. Les différences, on peut regarder aussi l'effet sur la perception des femmes comme leaders. Et ce que vous voyez ici, c'est la réponse. On fait entendre aux participants un petit discours. Et le petit discours, il est soit dit, on leur dit c'est un petit discours qu'un maire a prononcé dans un autre village. Et il est soit lu par une femme, soit lu par un homme. Et dans le dessin de gauche, c'est dans les villages où personne, c'est dans les villages non réservés, donc ils n'ont eu aucune expérience d'avoir une femme mère. Et si vous regardez le rouge, vous voyez que c'est la différence entre l'appréciation du discours s'il est prononcé par un homme ou l'appréciation du discours s'il est prononcé par une femme. Et ce que vous voyez du fait que c'est rouge, c'est que les hommes considèrent que les discours prononcés par des hommes sont bien meilleurs, bien que ce soit, je vous le rappelle, exactement le même discours. Mais dans les villages, dans la barre bleue qui descend, dans les villages où ils ont une expérience de femme mère, ils ont exactement l'opinion inverse, le préjudice inverse, en disant « Ah, c'est une femme qui l'a prononcé, alors il est très très bien votre discours là ». Et on fait pas du tout, on n'insiste pas du tout sur le fait que ce soit une femme ou un homme, mais juste la voix le signal pour eux. Donc ça, c'est un autre exemple. Tout ça a des conséquences réelles sur la participation des femmes en politique. Vous voyez, au cours du temps, les endroits qui n'ont jamais été réservés pour des femmes mères, il n'y a que 9% de femmes mères. Quand elles ont réservé une fois, ça fait 13%, et ensuite ça passe à 17%. Donc l'évaluation aléatoire, si j'étais venue il y a 15-20 ans vous raconter l'évaluation aléatoire, j'aurais pu probablement décrire tous les projets qui existaient dans un discours d'1 heure. Maintenant que ce n'est plus tellement le cas, puisque juste dans mon laboratoire, qui est plutôt un réseau de chercheurs, qui a une centaine de chercheurs, on a 681 projets qui sont en cours ou complets au sein de JPAL. Et il y a 3 types d'expériences qui sont conduites aujourd'hui, en gros. La première génération, et on le fait toujours, ça consiste à voir est-ce que ça marche, quels sont les effets de faire quelque chose plutôt qu'autre chose, par exemple d'avoir des femmes mères plutôt que pas. Une deuxième type d'expérience qu'on appelle en anglais, disons, les mechanism experiments, qui visent de manière beaucoup plus spécifique à tester une théorie ou un mécanisme spécifique. Je vous ai donné un exemple avec les engrais, la question qui est vraiment une intervention qui est complètement motivée par une théorie qui sert de test de cette théorie. Et finalement, un modèle plus récent d'expérience de travailler à très très grande échelle avec les gouvernements. Donc, comme j'ai presque plus de temps, je vais me concentrer sur le 3e point, puisque je vous ai déjà donné un exemple des 2 premiers. Comment travailler à grande échelle. Alors, cet exemple, c'est un exemple qui m'est cher parce que j'ai travaillé dessus personnellement. Et la question, c'est de lutter contre la corruption. Et la question spécifiquement, c'est est-ce qu'une plus grande transparence du gouvernement permet de lutter contre la corruption, et en particulier, est-ce que les nouvelles technologies, donc les ordinateurs, l'Internet, etc., peut jouer un rôle dans ce processus. Et c'est une collaboration qu'on a menée avec l'État du Bihar, qui est un grand État très pauvre au nord-est de l'Inde. Dans tous les pays, dont l'Inde, comme beaucoup de pays, a un certain nombre de ressources qui sont dépensées par les villages eux-mêmes, donc de manière complètement décentralisée.
Et c'est le cas en particulier en Inde pour le plus gros pays, pour le plus gros programme de transferts sociaux, qui est un programme qui s'appelle Workfare, c'est-à-dire il faut aller travailler sur des chantiers et vous êtes payé en échange, qui s'appelle le NREGA programme. Donc en NREGA programme, il y a des petits chantiers qui sont créés localement, les gens viennent travailler et ensuite ils sont payés. Donc le problème qu'on a dans ces cas-là, c'est toujours comment faire en sorte que les villages, on ne sait pas à l'avance combien de chantiers vont être mis en place dans un village et dans un autre et dans un autre. Donc c'est un problème assez typique de gouvernement décentralisé quand l'argent vient du centre, mais les dépenses sont décidées très localement. Donc ce qui est fait typiquement, c'est un système comme ça, qui est le système qu'on avait dans le status quo au Bihar, qui est que chaque village, ou panchayat, c'est le nom indien pour village, groupe de villages, reçoit une avance de 100 000 roupies. Et puis, quand ils ont fini leur avance, ils vont demander au niveau d'au-dessus, qui s'appelle le bloc, on aimerait bien un petit peu plus de sous. Et le bloc agrège ces demandes et les demandes au district et dit ils aimeraient bien un petit peu plus de sous. Et le district va demander au centre. Et le centre dit d'accord, on va vous donner des sous pour les différents villages. Et les sous, finalement, sont envoyés dans les différents comptes en banque des différents villages. Et donc, tout le contrôle se passe ex post. C'est-à-dire, je reçois d'abord une avance, je la dépense et ensuite je vais demander autre chose. Et c'est le niveau supérieur, les bureaucrates du niveau supérieur qui vérifient. Donc ça pose tout un tas de problèmes. D'une part, c'est qu'il y a un long écart entre la dépense et entre recevoir l'argent et la nécessité de documenter la dépense, souvent quelques mois. D'autre part, on essaye d'éviter, donc ça donne un très long espace pour pouvoir potentiellement prendre un petit peu de cet argent dans sa poche. On essaye de régler le problème en mettant des superviseurs, mais qui supervise les superviseurs? Donc en fait, les superviseurs peuvent vite devenir un problème plutôt qu'une solution, où eux, ils vont dire, bon, c'est bon, tu peux voler un petit peu d'argent, mais tu m'en donnes une part. Donc finalement, ça fait qu'augmenter la corruption au lieu de la diminuer. Et pareil pour les superviseurs des superviseurs. Donc c'est des systèmes qui sont connus pour être imparfaits, mais on n'a pas vraiment de meilleures solutions jusqu'à récemment. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on a des meilleures solutions parce qu'il est possible, même dans les villages les plus reculés, de transmettre à peu près en temps réel, ou avec un très petit écart, leurs demandes de paiement. Donc là, le système a été changé. On enlève le bloc, on enlève le district. Et maintenant, le panchayat, immédiatement, le panchayat reçoit 0 avance, il n'y a pas d'avance. Mais quand j'ai employé quelqu'un sur mon chantier, je dis immédiatement, j'ai payé Michel et Jean-Marie et Nathalie. J'ai besoin de 150 roupies pour chacune de ces personnes. Je fais cette demande et je reçois les sous immédiatement pour me rembourser de ces dépenses-là, pour me donner les sous pour me permettre de payer Michel et Jean-Marie et Nathalie. Et l'avantage de ça, c'est que maintenant, la demande que je fais d'argent, elle est extrêmement spécifique. Donc quelqu'un de Delhi ou de Patna peut venir voir si Michel, Jean-Marie et Nathalie existent effectivement, s'ils ont effectivement habitent dans ce village et qu'ils ont effectivement travaillé et qu'ils ont effectivement reçu les sous qui leur ont été attribués. Donc ça augmente énormément la transparence et de ce fait la possibilité de tenir les gens responsables pour les dépenses qu'ils font. Donc l'espoir, c'est que ça devrait réduire la corruption. Alors je veux juste vous donner une idée ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ce système. C'est quelque chose qui a été le ministre, en fait, pas le ministre, le top bureaucrate, le bureaucrate en charge de ce programme a contribué à inventer, et donc il voulait vraiment l'essayer. Ce que nous, on a contribué à faire, c'est une expérience à très grande échelle, puisque on travaille dans 12 districts, presque 180 blocs et 3000 villages. Donc c'est une population qui couvre à peu près 22 millions d'habitants. Donc on travaille sur grande échelle. Et je vais vous montrer les résultats très rapidement. C'est l'effet sur ce graphe-là, vous voyez les dépenses
pour le programme de dépenses pour NRJ dans les groupes traitement, où ce nouveau système a été mis en place, comparé au groupe contrôle. Et ce que vous voyez, c'est que pendant la période de l'intervention, il y a des grosses évolutions saisonnières. Plus il y a eu des problèmes politiques avec le programme en général, que vous pouvez ignorer pour le moment. Ce sur quoi je voudrais que vous concentriez, c'est le fait que la ligne rouge est en dessous de la ligne bleue. C'est-à-dire les dépenses sont plus faibles dans le groupe traitement, où le nouveau programme est mis en place, que le groupe contrôle. Alors jusqu'ici, vous dites très bien, mais peut-être que ça veut dire qu'ils ont arrêté de mettre le programme en place. Et de fait, pendant que le programme était en place, où nous on voyait ces chiffres qui tombaient, on se disait, oh là là, est-ce que le programme est en train de s'effondrer complètement dans le groupe traitement parce qu'ils ne savent pas s'en servir, donc ils ont peur. Donc ce qu'on a fait un petit peu après la fin du programme, c'est qu'on est allé faire des interviews des villageois eux-mêmes pour savoir s'ils avaient eu l'occasion de travailler dans le programme. Et ce qu'on voit là, c'est à nouveau la ligne rouge, traitement, et la ligne bleue, contrôle, c'est que pendant la période de l'intervention, la ligne rouge est un petit peu au-dessus de la ligne bleue. Donc les gens, les bénéficiaires, on a un petit peu plus de bénéficiaires dans les villages contrôle, traitement, que dans les villages contrôle. Donc on a dépensé beaucoup moins d'argent, à peu près 20% de moins, et on a un tout petit peu plus de bénéficiaires. Même si c'était la même chose, c'est clair que l'argent dépensé par bénéficiaire est plus faible. Donc il y a moins d'argent qui manque. On est à la recherche de cet argent qui manque en regardant les déclarations de revenus et de richesse des employés du Panchayat à différents niveaux. Et on trouve à peu près la moitié de l'argent qui manque sous la forme de moins d'argent dans les comptes en banque de ces fonctionnaires. Donc dans ce cas-là, l'expérience même, dans la durée de l'expérience même si ça n'avait jamais été étendu, on a fait quand même économiser 8 millions de dollars à l'État du Bihar dans les villages où on travaille. Donc c'est des interventions qui commencent à être assez importantes. Je vais conclure pour vous livrer, disons, où j'en suis sur tout ça. J'espère que j'ai pu vous convaincre que les évaluations rigoureuses, de forme par exemple les essais aléatoires, peuvent constituer un premier pas contre la pauvreté. En nous concentrant sur l'expérimentation créative, c'est-à-dire le test de mécanismes ou l'expérimentation à grande échelle, on n'abandonne pas notre objectif de base. Tout à l'heure, on me demandait pourquoi je fais ce métier, et c'est clair que c'est quand même ça. Mon objectif, c'est ça, c'est de réduire un jour la pauvreté de manière significative. Je pense que l'évaluation d'interventions spécifiques sur ces sujets, corruption, éducation, santé, etc., est une étape essentielle vers une augmentation de la prospérité pour le plus grand nombre. Et ce, pour 3 raisons. D'abord, une troisième phrase évidente qui nous vient de Keynes, « In the long run, we'll all be dead ». Il expliquait pourquoi il ne s'intéressait pas tellement à la croissance et plus aux fluctuations. Et c'était une boutade, évidemment, dans la bouche de Keynes, mais c'est malheureusement assez vrai pour les enfants qui, par exemple, n'ont pas reçu de vaccin. Donc je pense que ce n'est pas très intéressant de s'occuper de 2 points de croissance si on ne commence pas par résoudre la question de comment faire que tous les enfants reçoivent les vaccinations essentielles, qui sont des questions d'organisation de la chaîne des vaccins, d'information des parents, d'incitation des infirmières, etc. Plus généralement, il est probable, je ne sais pas, mais il me semble qu'il est probable qu'une population qui est correctement nourrie, éduquée et bien portante sera mieux à même de profiter de toute amélioration du climat économique qui vient de raisons que je comprends peut-être très mal. Pourquoi il y a tout d'un coup une étincelle et un pays se met à s'envoler. Une fois que ce train démarre, je pense que les pauvres ont plus de chances de monter dedans s'ils sont éduqués et en bonne santé. Je pense aussi que c'est tout simplement un impératif politique de prendre en compte le bien-être des plus pauvres dans les sociétés en développement, même si notre objectif final, c'est la croissance économique. C'est je vais vous lire maintenant la fin de la citation de Roosevelt vers laquelle j'avais ouvert. De ce qu'il dit immédiatement après ce que j'ai dit, c'est « The millions who are in want will not stand by silently forever, while the things to satisfy their needs are within easy reach. » Et la vérité, c'est que quand des pays sont en forte croissance, si jamais les inégalités augmentent en même temps, ou si les pauvres ont l'impression qu'ils ne reçoivent pas une part de ce gâteau, ça finit par provoquer des demandes populistes qui se traduisent soit par une instabilité politique, soit par une instabilité économique, comme on a vu par exemple au Brésil,
avant l'arrivée de Lula, où on passe d'hyperinflation à de demandes populistes, etc., qui finit par faire arrêter la croissance, tant qu'on n'est pas revenu dans une espèce de compact et d'accord social qui vient par une équité. Et cette équité-là, elle passe pas seulement par des transferts, elle passe par une bonne organisation des services de base. Il me semble aussi que les estimations microéconomiques peuvent être la clé d'une meilleure compréhension des phénomènes macroéconomiques. On en parlait aussi au déjeuner. Il n'y a pas une grande machine de l'économie. Les pays en développement ont des marchés qui sont très, très, très imparfaits, avec énormément d'hétérogénéité. Et c'est en comprenant cette imperfection et cette hétérogénéité qu'on pourra faire une macro plus intelligente, à partir de micro-fondations utiles. Comme des petites mécanos, il faut bien comprendre les petites pièces avant de pouvoir les mettre ensemble. Pour finir, j'espère que quand vous prendrez vos cours d'économie et que vous apprendrez la micro et la macro et l'économétrie, etc., vous vous souviendrez que l'économie est une science humaine. C'est-à-dire c'est une science, vous verrez, c'est rigoureux, c'est impartial, mais c'est une science de l'homme avec ses imperfections et ses complexités. C'est une science qui est humaine dans le sens où elle fait beaucoup d'erreurs, et elle va continuer à le faire, mais qui est aussi humaine dans le sens où elle peut, en tout cas, être généreuse et engagée. Et c'est ce que j'essaye de faire et que j'espère que vous prendrez votre part aussi dans cette entreprise. Merci beaucoup. Alors, quelques questions. Bonjour. J'aimerais vraiment savoir votre avis concernant l'action des acteurs privés tels que les fondations. Est-ce que vous pensez que c'est une action efficace? Est-ce que ça rejoint votre idée d'expérimentation? Et est-ce que ça ne risque pas, ça n'a pas le potentiel de déstabiliser l'action des États? Je pense que ça dépend vraiment des fondations. Il y a des fondations qui sont vraiment l'émanation d'une idée spécifique de la personne qui avait l'argent pour la créer. Et dans ce cas-là, c'est des fondations qui ne sont pas du tout expérimentales, au contraire, qui vont pousser justement cette chose-là, même si il n'y a pas tellement d'informations si ce serait efficace ou pas. Après, les fondations, l'avantage des fondations, c'est qu'il y en a beaucoup, qu'elles sont souvent assez flexibles et que du coup, elles sont plus capables, en principe, d'expérimenter. Quand elles deviennent très grandes, comme par exemple la fondation Gates, elles sont assez prudentes, il me semble, sur les relations avec les États. Et elles essayent de rester très très proches de ce qu'elles perçoivent être la volonté des États. La difficulté, c'est que du coup, il peut y avoir un risque de sclérose entre-temps. Je pense que la difficulté des fondations, individuellement, il y a des fondations qui jouent des rôles extrêmement positifs, et en particulier, il y a des fondations qui viennent de Silicon Valley, etc., qui ont un peu un mindset expérimental et qui ont envie d'un petit peu de répliquer le côté entrepreneurial qu'ils observent autour d'eux. Mais en même temps, elles sont le produit du fait qu'il y a il y a beaucoup d'argent privé qui vient d'énormes fortunes qui se sont construites aux États-Unis dues à une énorme augmentation des inégalités aux États-Unis. Donc c'est aussi l'émanation de ça. Quand on pense aux fondations, je pense que de fait, elles ont un rôle positif, souvent, et en même temps, elles sont clairement l'émanation d'un système sur lequel on peut avoir son avis indépendamment de leur effet direct. Mais elles sont très très conscientes de cette critique potentielle, et souvent elles font très attention à ce sujet.
Bonjour. Vous le savez sûrement, en France, en ce moment, il y a un débat dans le milieu universitaire économique français entre, d'un côté, les hétérodoxes et les orthodoxes, et surtout, il y avait eu toute cette affaire autour de... Quand Jean Tirole avait envoyé une lettre à la ministre de l'Enseignement supérieur, et en fait, je voulais vous demander ce que vous pensiez justement de ce débat entre des orthodoxes très matheux et très libéraux et des hétérodoxes plus romantiques, parce que c'est souvent des débats très politisés, mais en tout cas dans la presse grand public, il n'est jamais fait référence à... Enfin, la critique n'est jamais scientifique, c'est toujours très politisé, donc je voulais vous demander ce que vous en pensiez. Quand j'ai commencé l'économie, il y avait déjà ce débat, donc j'ai l'impression que c'est un débat qui ne progresse pas énormément. Et je pense que la raison pour laquelle il ne progresse pas énormément, au niveau du débat, c'est-à-dire ce qu'on voit en particulier dans la presse, c'est précisément ce que vous avez noté vous-même, c'est-à-dire qu'il est simplement idéologique. C'est-à-dire les gens qui parlent au nom, Tirole excepté, mais les gens qui ont tendance à parler au nom de ce qui est perçu comme l'économie, disons, néoclassique, ça va être des gens qui viennent plutôt d'une sensibilité de droite. Les gens qui parlent au nom de l'économie hétérodoxe, ça va plutôt être des gens qui parlent avec une sensibilité de gauche, et donc on va avoir ces heurts. Alors qu'en fait, quand vous voyez la production économique en France, elle est beaucoup plus variée que ça, et disons dans le champ plus orthodoxe que je connais mieux, puisque c'est celui auquel aussi j'appartiens en quelque sorte. La vérité, c'est que quand on sort de l'école de Chicago, etc., le spectre idéologique est beaucoup plus vaste que ça. Il n'y a pas du tout une vocation de l'économie en tant que science à être de droite ou de gauche. Après, les différentes personnes peuvent y apporter leur propre idéologie, et ça peut les teinter dans une direction ou une autre, mais en principe, c'est une méthode d'analyser les problèmes. Une fois ce qui est, disons, d'une sensibilité plus de droite, c'est de dire les marchés sont parfaits. Mais bon, une fois qu'on reconnaît que les marchés ne sont pas parfaits, on peut analyser cette situation de manière plus orthodoxe, de manière plus hétérodoxe, et en principe, ça ne devrait pas être lié à une idéologie. Et puis par ailleurs, il y a tout un travail empirique qui s'est énormément développé dans les dernières années, en France en particulier, avec beaucoup de très bons chercheurs qui travaillent sur plein de sujets empiriques. Et là, pour les sujets empiriques, les faits en principe ne sont ni de droite ni de gauche, hein, et l'analyse rigoureuse des données ne devrait pas être si idéologique que ça. Donc je pense que une fois quand on va un tout petit peu en dessous du débat tel qu'on le trouve dans les journaux, et qu'on se met à lire ce qu'écrivent les gens, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'aile, vous verrez assez bien où est votre sensibilité en termes de démarche scientifique. En principe, vous devriez être complètement capable de laisser l'idéologie au vestiaire pour l'analyse des problèmes. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est pas comme ça que c'est représenté dans la presse, et qu'il faut pas hésiter à aller un petit peu plus loin, lire peut-être plus que les manuels, lire les articles de recherche qui sont pas forcément plus durs que les manuels, mais qui vont aller sur les sujets de manière plus subtile et donc moins idéologique. Je voulais vous remercier. Vous parlez de la science justement contre la pauvreté. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la pertinence des instruments qu'utilise par exemple aujourd'hui l'INSEE pour mesurer la pauvreté en France. Je crois que c'est 14,3 il y a 2 ans de pauvres en France. Le seuil de 60% par exemple du niveau de vie médian. Est-ce que vous pensez que ce sont des indicateurs qui sont utiles et légitimes, qui ont une certaine cohérence? Et notamment aussi la possession, je crois, au niveau européen, d'un poste de télécouleur pour mesurer, par exemple, la pauvreté. Est-ce que ce sont des indicateurs qui sont légitimes et pertinents? Voilà, merci. Il faut toujours d'une part, il faut toujours des indicateurs simples. Et d'autre part, à partir du moment où on a des indicateurs simples, ils sont toujours trop simples. Et ils deviennent l'objet de débats importants. Donc,
sur l'utiliser 60% du revenu médian, là où il y a vraiment un choix méthodologique, c'est que c'est une décision de définir la pauvreté de manière relative. C'est-à-dire on est pauvre parce qu'on est plus pauvre que d'autres gens. Par exemple, si toute l'économie devenait plus riche, il y aurait toujours autant de pauvres, parce que la distribution des revenus est à peu près log normal. Donc il y aurait toujours autant de pauvres, mais simplement ces pauvres-là vivraient mieux. Souvent, la définition de la pauvreté qu'on utilise pour la pauvreté internationale, c'est des seuils de pauvreté qui sont plus absolus. Et il y a de la pertinence dans les deux. Donc le seuil de pauvreté internationale, c'est souvent $1,15 par jour et par personne, en contrôlant pour le pouvoir d'achat, ou $2. Et il y a de la pertinence d'une définition relative, il y a de la pertinence d'une définition absolue. L'avantage d'une définition absolue, c'est que ça nous permet de mesurer les progrès au cours du temps. Et l'autre avantage, c'est que ça permet, en particulier quand on utilise une ligne de pauvreté très en bas, comme $1,15 pour les pays en développement, c'est que ces lignes de pauvreté, elles servent aussi comme mécanisme pour allouer des ressources. Donc, je connais moins le débat en France, mais il y a un débat similaire qui se produit en Inde, où il y a quelques années, il y avait vraiment un gros débat pour changer la ligne de pauvreté en Inde et pour la rendre plus élevée. Elle est autour $1 à peu près en Inde, $1 par jour et par personne. Et il y a beaucoup de gens tout à fait bien pensants, plutôt à gauche, qui ont dit mais c'est pas possible, $1 c'est vraiment très très peu. Et on n'a pas fait autant de progrès qu'on pense, parce qu'il y a moins de gens maintenant qui vivent avec moins $1 par jour et par personne, mais en même temps, intuitivement, on pense que la ligne de pauvreté devrait être relative, c'est-à-dire quand la société s'enrichit, on ne devrait pas tolérer qu'il y ait des gens qui aient moins de $2. Mais le problème avec des lignes relatives, c'est que quand le nombre de pauvres sert aussi à l'allocation des ressources d'un endroit à un autre, si on passe à une ligne de $1, d'une ligne de $1 à une ligne de $2, ça change complètement là où on va envoyer les ressources. Parce que si vous essayez d'avoir de moins de gens possibles qui vivent en $2, il faut envoyer tout votre argent dans des endroits qui ne sont pas trop pauvres, mais vous avez beaucoup de gens qui sont juste sous $2 que vous pouvez faire passer à $2,10. Donc si la ligne de pauvreté c'est $2, vous avez mettre tous vos programmes sociaux dans le Gujarat pour faire en sorte que les Gujaratis passent de $1,80 à $2,10. Si votre ligne de pauvreté c'est $1, vous allez envoyer votre argent dans le Bihar, parce que le Bihar est un État beaucoup plus pauvre. Le Gujarat, c'est un État de l'ouest de l'Inde qui est industriel et qui est riche, mais où il y a quand même beaucoup de gens qui vivent avec moins de $2. Si votre ligne de pauvreté c'est $1, dans ce cas-là, les ressources vont aller dans le Bihar. Et souvent, les personnes bien pensantes qui se disent « augmentons le seuil de pauvreté parce qu'il faut qu'on réalise en tant que société qu'on n'est pas si riche qu'on le pense », oublie potentiellement cet effet perverse d'avoir une ligne de pauvreté. Donc pour résumer cette longue conversation, je pense que c'est très utile d'avoir des chiffres, il faut les garder, il faut les regarder, il faut accepter l'idée que les seuils de pauvreté, je pense qu'avoir un seuil de pauvreté absolu, mais le laisser glisser doucement, est une solution médiane peut-être appropriée. Et puis c'est bien de regarder plus qu'un chiffre. Il y a d'autres choses à regarder. Donc, peut-être pas la télécouleur, mais d'autres choses qui représentent. Je pense que l'idée de la télécouleur, d'abord, c'est facile à mesurer. Et aussi, ça mesure une certaine intégration dans la société. Si on n'a pas de télécouleur, on est vraiment... On se sent différent. Il n'y a pas de télé dans ma maison, mais donc on va peut-être à l'autre extrême. Ça. Mais donc dans les pays pauvres, ça va être autre chose. Ça va être l'éducation, ça va être la mortalité infantile, etc. Il faut garder tous ces indicateurs et les regarder tous en parallèle. Je pense que c'est bien d'avoir il faut accepter que rien ne sera parfait. Il ne faut pas passer trop de temps à essayer d'avoir l'indicateur parfait. Il vaut mieux en mesurer toute une batterie et continuer à garder l'œil dessus. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup. Et ensuite je me demandais lors de votre présentation, ça m'a fait penser aux travaux d'Elton Mayo qui explique donc que lors d'une expérience, les sujets tendent à changer leur comportement du simple fait d'être les sujets d'une expérience et de se savoir les sujets d'une expérience.
Je me demandais comment est-ce que vous faites pour intégrer ça à vos travaux. Quelle solution est-ce que vous utilisez pour lutter contre ce biais qui est tout simplement de changer son comportement lorsqu'on se sait observer? Donc ça, on essaye de vérifier si ça a lieu ou pas. Je pense que c'est plus caractéristique de petites expériences laboratoires ou très contrôlées que d'expériences de terrain où les gens ne se rendent pas forcément tout le temps compte qu'ils font partie d'une expérience de toute façon. Mais ce qu'on fait dans certains cas, c'est qu'on essaye par exemple de mesurer à la fin, tout à la fin, on obtient des données sur le groupe de traitement, le groupe de contrôle, et un autre groupe qui fait partie ni du groupe de contrôle ni du groupe de traitement, mais qu'on mesure pour voir s'il y a eu un effet expérimental de ce type. Donc ça peut être, par exemple, ça peut être une chose à faire. Une autre chose auquel on se méfie énormément, et moi je pense que c'est plus un problème en pratique, mais un peu dans le même type, c'est que les participants vous donnent les réponses qu'ils pensent que vous voulez entendre. Et parfois que les gens qui collectent les données, s'ils savent qui est traitement et qui est contrôle, peuvent aussi essayer de vous donner les réponses que vous voulez. Par exemple, poser les questions de manière un tout petit peu différente, etc. Ça peut être inconscient. Ou si vous avez fait un programme, par exemple, d'éducation au sida dans les écoles, et ensuite vous allez traitement et contrôle, et ensuite vous posez aux adolescents des questions sur les comportements sexuels. Les adolescents vont pouvoir vous répondre exactement que non, ils n'ont pas de partenaires multiples, et ils utilisent toujours des préservatifs, et etc., etc. Et ça peut être complètement teinté par le fait qu'ils pensent que ça fait 6 mois que vous leur répétez que c'est la bonne chose à faire, et ils veulent vous faire plaisir. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Mais ce genre de questions de recherche, on n'arrête pas de se les poser, en fait, pour essayer de s'assurer de la qualité du travail. Il y a toujours une espèce de course entre ces effets possibles et des innovations de la mesure, etc., pour essayer de les contrer. Mais c'était une bonne question. Bonjour et merci encore une fois. J'avais une petite question par rapport à ce que vous avez expliqué sur l'économie normative et sa place dans le champ de l'économie de manière générale au début de votre présentation. Est-ce que votre conception de l'économie telle que vous nous l'avez présentée, est-ce que ça a été difficile pour vous, entre guillemets, de percer dans le champ de l'économie? Est-ce que par rapport aux lignes de Sachs et d'Easterly que vous avez présentées, c'était des conceptions qui étaient difficiles à défendre? Et est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que vous faites un peu bouger les choses dans ce domaine-là ou pas forcément? Ça dépend de quel milieu vous parlez. Si c'est le milieu académique pur, oui. Le milieu académique pur, je pense qu'on a plus avec notre approche, en fait, on a plus de reconnaissance académique pure que Jeff Sachs ou Easterly, parce qu'ils sont vus comme étant trop idéologiques, et d'un côté et de l'autre. Donc, dans le milieu académique pur, le fait d'être un petit peu détaillé et de regarder des petites questions et de les regarder aussi précisément que possible, ça augmente plutôt la crédibilité que la diminuer. Le côté normatif, le débat normatif positif, qui est plutôt donc avec l'école de Chicago, revient en permanence. C'est-à-dire il y a toujours la question de la légitimité du Conseil de politique publique, ce qui est parfois mal perçu, qui génère débat dans le milieu académique. C'est pas l'effet de regarder des petites questions ou même de faire du travail très empirique, c'est le fait de passer des résultats scientifiques à des recommandations de politique publique. Il y a une résistance dans le milieu académique économique assez profonde à faire ce passage, parce qu'il y a l'idée, waouh, la manière, la forme que prend le questionnement, c'est: est-ce que ce que vous avez trouvé quelque part, ce sera valide ailleurs? Ce qu'on appelle les questions de validité externe. Est-ce que les contextes comptent tellement que les résultats ne sont pas valables d'un contexte à l'autre? Ou est-ce que ce que vous trouvez en travaillant avec une petite ONG, ça se généralisera vraiment quand vous travaillerez avec un grand gouvernement? Donc tout ça, c'est des questionnements qui sont absolument valides, d'ailleurs, hein, sur lesquels on peut y répondre qu'en répétant les expériences dans plein d'endroits différents pour voir si les choses se répètent, en intégrant les résultats à un cadre théorique qui permet de tirer des conclusions plus générales.
Et aussi en travaillant au gouvernement à grande échelle pour faire en sorte que ce qui peut se passer mal se passe mal, qu'on le voit en réalité. Donc, tout ça, des questions qui sont tout à fait valables, mais elles viennent assez fondamentalement, je pense, d'une résistance du milieu académique, économique, d'avoir trop à faire avec la politique publique per se. De manière générale, je pense que les professeurs aiment bien rester dans leur tour d'ivoire, c'est quand même plus sûr que s'impliquer dans le monde réel. Donc c'est plutôt notre implication dans le monde réel qui est parfois contestée. Mais c'est bien, ça nous maintient honnêtes, parce que sinon, c'est vrai qu'il peut y avoir facilement une espèce d'enthousiasme pour un truc ou un autre qui se trouve à marcher, et qu'on va commencer à vendre à la terre entière, s'il n'y avait pas cette résistance qui nous force à pas nous transformer en idéologue du détail, en quelque sorte, idéologue d'un truc particulier. Je pense qu'il y aurait un risque de ça. Donc, c'est une discipline qui est tout à fait bienvenue. Bonjour et merci. Il y a des gens là-bas qui ont leurs mains ouvertes depuis très longtemps, mais comme ils sont exactement au milieu, une chemise bleue et une chemise blanche droit en face de moi qu'il faudra... Mais allez-y. Donc merci encore. Et je voulais revenir sur quelque chose que dont j'ai entendu parler assez récemment. C'est le début de quelques projets d'écoles privées en Afrique, des écoles qui proposent $1 par semaine pour l'éducation d'un enfant. Et donc ça me paraissait être quelque chose, un très bon signe, plutôt optimiste pour l'Afrique en l'occurrence. Mais évidemment, je n'y connais rien et j'aimerais avoir votre avis sur la question. En Afrique, il y a déjà des écoles privées, peut-être pas tant que ça. En Inde, il y en a beaucoup. Et c'est très intéressant parce que quand on compare la performance des enfants dans des écoles privées comme ça, très peu chères, et beaucoup de gens ont essentiellement abandonné l'école publique et ont leurs enfants dans des écoles privées, même des familles très, très pauvres. Et quand on compare la performance des enfants qui vont à l'école privée et la performance des enfants qui vont à l'école publique, on a l'impression qu'il y a un écart énorme, que les écoles privées sont de bien meilleure qualité que les écoles publiques, même si on se concentre à l'intérieur des familles et qu'il y a certains enfants qui vont dans les écoles privées et d'autres dans les écoles publiques, ceux qui vont dans l'école privée ont des meilleurs résultats. Mais moi, je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est l'effet causal de l'école privée ou est-ce que c'est parce que les gens qui vont à l'école privée sont les gens, soit les parents qui ont les moyens ou les parents qui croient énormément à l'éducation, ou alors qui choisissent parmi leurs enfants les enfants qui montrent le plus d'aptitude. Et il y a une expérience qui a été faite dans le Andhra Pradesh, où ils ont donné des bourses à des enfants pour aller dans les écoles privées, qui en fait, entre-temps, c'est devenu essentiellement une politique. C'est-à-dire toutes les écoles privées doivent accepter au moins un quart d'enfants boursiers, et les bourses viennent du gouvernement. Donc ça, c'était une espèce de pilote de ce programme. Et comme les bourses ont été données au hasard à certains enfants, on peut comparer la performance de ceux qui ont une bourse, qui vont quasiment tous à l'école privée, et de ceux qui n'ont pas de bourse. Il y en a beaucoup qui vont à l'école privée, mais pas tous. Donc on peut comparer en moyenne, il y a quand même une augmentation assez forte de la probabilité d'aller à l'école privée quand on a une bourse. Et à ce moment-là, il n'y a aucune différence. Ça, c'est en moyenne, il n'y a aucune différence. Alors après, à l'intérieur de ça, c'est très intéressant, parce que ce qu'on voit, c'est que en maths et en langage, en maths et en langue locale, les écoles privées font plutôt un peu moins bien, mais ils enseignent l'anglais. Donc en anglais, ils font mieux, mais ils savent quand même pas du tout parler anglais. Donc alors cela dit, les écoles privées par enfant coûtent à peu près un quart du prix des écoles publiques. Donc ça veut dire qu'ils réalisent quand même le même niveau d'éducation avec beaucoup moins de ressources. Mais je trouvais que c'était quand même très très frappant qu'une fois qu'on a complètement contrôlé pour les différences inhérentes, les écoles privées sont pas vraiment meilleures que les écoles publiques, et que ça révèle quelque chose de fondamental sur le système éducatif, là en l'occurrence en Inde, que c'est pas juste une question d'incitation et de mauvaise organisation, parce que les écoles privées ont des incitations très importantes pour les enseignants. En Afrique, je pense que ce que vous faites référence, c'est qu'il y a une nouvelle chaîne d'écoles privées qui s'appelle Bridge Academy, qui est le fondateur de Bridge Academy, c'est quelqu'un qui a fondé une charter school très
qui a beaucoup de réputation, qui a une très très bonne réputation à Boston. Une charter school, c'est des écoles publiques, c'est des fonds publics, mais gérés de manière privée aux États-Unis et qui ont des effets extrêmement positifs sur les performances des enfants les plus défavorisés par rapport aux écoles publiques où ils seraient allés. Et donc cette personne, après avoir fondé une chaîne de charter school extrêmement très 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 réussie à Boston, est parti au Kenya il habite quand même à Boston, mais s'occupe au Kenya de Bridge Academy. Leur espoir, c'était qu'ils gagneraient suffisamment d'argent, qu'ils trouveraient un bon rapport un bon... les frais d'inscription seraient suffisants pour couvrir une école de qualité. Je crois qu'ils en sont à un point où ils ont découvert qu'ils ne pourraient pas avec les enfants les plus pauvres. Donc il fallait qu'ils subventionnent les enfants les plus pauvres. Et du coup, leur idée, c'est d'ouvrir quelques écoles pour les riches et de faire une subvention croisée entre les pauvres et les riches. Mais je ne sais pas trop où on en sera. Donc c'est à suivre cette expérience, mais potentiellement très intéressant. Bonjour, merci pour votre aide avec le micro. Ma question concerne surtout le rôle des grandes entreprises, notamment occidentales, qui travaillent dans les pays en développement. Est-ce que vous pensez que ces grandes entreprises ont un rôle à jouer dans le développement de ces pays? Et est-ce que vous savez si, globalement, les stratégies de responsabilité sociale et environnementale de ces grandes entreprises sont crédibles? Et est-ce qu'elles ont été évaluées? Dans certains cas, c'est absolument évident. Par exemple, quand Total travaille au Gabon ou quand Total travaille au Nigeria, dans les endroits où ils travaillent, où ils ont de la production, ils sont une partie absolument essentielle de l'économie locale, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas. Donc, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de faire quelque chose, sachant, quand on rentre dans le détail, que souvent, il s'agit plus d'acheter la paix sociale que de faire vraiment du développement. Et parfois, faire du développement est la meilleure manière d'acheter la paix sociale, et parfois, donner de l'argent à l'ONG la plus puissante du coin, qui peut se trouver pas forcément être la meilleure, et une façon plus efficace, ou même la seule façon qu'ils ont de pouvoir travailler. Total, spécifiquement, a fait des efforts importants, je crois, pour essayer justement d'évaluer l'impact de ce qu'ils font. Et d'essayer de comprendre comment l'améliorer, comment changer de stratégie, si c'est nécessaire ou pas. Mais c'est extrêmement difficile pour eux, et je crois qu'ils le reconnaissent tout à fait, et c'est pour ça qu'ils sont intéressés à l'évaluation d'impact. C'est extrêmement difficile pour eux, disons, sur le terrain, parce qu'ils arrivent avec énormément d'argent, ils sont perçus comme arrivant avec énormément d'argent, c'est absolument évident, et ils ramènent énormément d'argent, ils font énormément de profits aussi. Donc du coup, les présupposés, disons, de base, entre la population locale et Total n'est pas forcément la base de travail la plus efficace pour avoir des vraies attitudes de développement, plutôt que c'est simple, vous faites du profit grâce à nous, donnez-nous une part. Donc c'est une situation difficile dans laquelle ils se trouvent souvent localement. Après, il y a d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises qui travaillent dans les pays en développement, souvent en partenariat avec les pays, avec les gouvernements, par exemple les entreprises d'eau, Veolia par exemple, pour citer une entreprise française, s'occupe de la distribution de l'eau et de l'assainissement dans plusieurs villes des pays en développement. Là encore, je pense qu'il y a un intérêt dans certains endroits de regarder l'effet de ce qu'ils font, sachant que là, en quelque sorte, c'est plus simple parce qu'on leur donne un contrat pour s'occuper de la distribution d'eau et l'assainissement dans une ville. Si on n'est pas content d'eux, on les renvoie. C'est arrivé d'ailleurs, pas à Veolia, mais
à d'autres grandes compagnies d'eau. Mais nous, on a eu l'occasion de travailler avec Veolia au Maroc parce qu'il y a une partie de l'action qui est commerciale. Si j'ai une grosse entreprise de traitement des eaux usées au large des côtes de Tanger, ben, je m'en occupe. On me paye pour le faire, je le fais au mieux. Mais il y a une action qui a une partie sociale, c'est-à-dire en sus de ça, je vais faire des branchements sociaux, par exemple. Et là, pour ça, savoir l'impact de ça, puisque c'est en partie subventionné, soit directement, soit indirectement par le gouvernement, est utile. Donc, par exemple, avec Veolia, on a pu faire une évaluation de l'impact des branchements sociaux à Tanger. Et ça fait moins d'aspects qu'ils pensaient. En gros, ça n'avait pas d'effet sur la santé, contrairement à ce qu'ils pensaient, d'avoir accès à l'eau potable chez soi, mais ça rendait les gens très contents. Ça, c'est deux exemples qui se trouve que je connais. Et le fait que je les connais, ça veut dire que c'est des entreprises qui se sont posées la question. Il y en a d'autres comme ça, comme Danone par exemple. Mais il y a beaucoup de grandes entreprises étrangères, enfin occidentales, qui travaillent dans les pays pauvres, que je ne connais pas du tout. Et la raison, je les connais comme vous et moi, comme vous. Et la raison pour laquelle je ne les connais pas, c'est qu'ils ne sont pas posés la question. Donc, je pense que c'est plutôt... Il y a une minorité d'entreprises qui se posent sérieusement la question de leur impact social et environnemental. Et c'est un problème. Bonjour et merci beaucoup. Alors moi j'avais une question, je voulais savoir pour quel projet vous aviez conseillé Obama, si c'est pas indiscret, et si vous avez écouté, s'il était attentif à votre conseil. Et de façon plus générale, je vais vous demander si les gouvernements des pays occidentaux vous semblent habilités pour aider les pays en développement, ou est-ce qu'il n'est pas mieux d'avoir des institutions indépendantes qui ne seraient pas biaisées justement par des volontés politiques dans les pays en développement? Donc je fais partie d'un conseil qui s'appelle Global Development Council. Et là, c'est un conseil entièrement consultatif. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 12 personnes qui viennent de différents secteurs, de gens qui ont travaillé dans le développement à un niveau ou à un autre. Et le mandat du Global Development Council, c'était de proposer des pistes au gouvernement, enfin au président spécifiquement, sur comment réformer l'architecture du système d'aide au développement aux États-Unis, qui est en gros qui a la même architecture qu'au moment où ça a été mis en place par Kennedy, alors que le monde a complètement changé, et qui donc probablement bénéficierait à être repensé. Alors, est-ce qu'il nous a écoutés? Écoutez, très poliment. Mais franchement, c'est pas du tout une priorité de l'administration. Et je ne leur en vends pas vraiment, parce qu'en termes de politique étrangère, ils ont d'autres choses ils ont un petit peu d'autres chats à fouetter ces temps-ci. Et de toute façon, ça rejoint un petit peu votre dernière question, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment grave qu'ils ne nous aient pas écoutés? Honnêtement, je ne pense pas. Je crois que le rôle des gouvernements des pays riches, même des États-Unis, peut-être les États-Unis sont un petit peu à part à cause de leur pouvoir de mettre les gens autour d'une table, mais de manière générale, le rôle des gouvernements des pays riches dans les politiques de développement des pays pauvres est de plus en plus faible. Et c'est une bonne chose. La raison, d'abord, c'est de plus en plus faible financièrement, parce que la part de l'aide étrangère dans les budgets des pays pauvres est de plus en plus faible, et elle est vraiment pas si importante que ça aujourd'hui. Vous prenez un pays comme l'Inde, où il y a quand même énormément de pauvres, ou même la Chine, on pense à la Chine comme un pays riche, mais en Chine, il y a beaucoup de gens pauvres aussi. L'aide étrangère à l'Inde et à la Chine, elle est zéro exactement. Même dans les pays d'Afrique où il y a beaucoup plus d'aide, à l'exception de certains petits pays très pauvres comme la Zambie par exemple, la part de l'aide dans le budget est très très faible.
Donc, la difficulté, c'est que les pays riches, dans leur ensemble, n'ont pas pris acte de ce changement de choses et ont tendance à se comporter à la fois à Washington, Londres ou Paris, ont tendance à se comporter comme si l'aide extérieure comptait encore beaucoup. Alors qu'on peut avoir tous les débats qu'on veut sur l'aide extérieure, même si c'était extrêmement efficace, ce serait pas important, puisque quantitativement, c'est pas très important. Et aussi, un petit peu localement, parfois, se comportent un petit peu comme si c'était des petits rois, alors qu'en fait, ils apportent vraiment très très peu à la manne. Donc je pense que tout ça, ça demanderait à repenser un petit peu l'architecture de l'aide extérieure pour la rendre plus utile. Et en particulier, ce que nous, on a proposé dans notre conseil, notre recommandation, disons, charnière, c'était que l'aide extérieure, elle est pas très importante quantitativement, mais elle a un très gros avantage par rapport au budget des gouvernements, c'est qu'elle est beaucoup plus flexible. Il n'y a pas de promesses électorales qui sont faites sur l'aide extérieure. Donc on pourrait l'utiliser de manière beaucoup plus agressive, un petit peu comme du venture capital. Donc une des recommandations qu'on a faites, ce serait d'étendre les activités venture capital de l'aide extérieure, qu'une partie plus importante de l'aide extérieure soit utilisée comme capital risque, soit pour des entreprises à but social, enfin, disons, double bottom line, qui ont à la fois un objectif social et un objectif de profitabilité, soit pour des innovations de nature de politique économique que les gouvernements ou que des ONG voudraient essayer. Et il y a du mouvement dans ce sens. Est-ce que c'est l'impact du Global Development Council ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Probablement pas. Mais il y a du mouvement dans ce sens. Par exemple, il y a à l'intérieur de l'aide bilatérale américaine, il y a un fonds qui s'appelle Development Impact Venture. Et il y a une joint venture qui est basée à Londres, qui s'appelle le Global Innovation Fund, où tout le financement vient de différentes aides extérieures, mais ça fonctionne comme un fonds indépendant. Et là, l'idée, c'est que n'importe qui peut proposer une innovation et peut recevoir du financement, soit Stage 1, donc l'équivalent business competition, soit Stage 2, c'est-à-dire tester à échelle un petit peu plus grande, soit Stage 3, qui est vraiment scale-up, pour montrer, pour voir si ça marche. Donc ça, à mon avis, toute l'aide extérieure devrait être financée ça. Je sais que ce ne sera pas le cas parce que la plupart de l'aide extérieure est entièrement politique. Une grosse part de l'aide extérieure aux États-Unis va à Israël et à l'Égypte. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec le développement. Donc je sais bien que ça ne se produira pas que tout devienne ça, mais je pense que ça devrait progressivement évoluer dans ce sens, où on reconnaisse notre propre irrelevance et notre propre inutilité, à l'exception du fait qu'on peut prendre beaucoup plus de risques, où on peut permettre au gouvernement ou aux acteurs locaux, que ce soit des ONG ou des entreprises, de prendre des risques que sinon ils ne pourraient pas prendre, parce qu'ils ne pourraient pas être financés, ou parce que les citoyens ne l'accepteraient pas avec les ressources très limitées qu'ils ont. Donc voilà, alors c'est ce qu'on a raconté au président et à John Kerry et le Security Council. Mais à ce moment-là, je pense qu'il est arrivé un petit peu en retard parce qu'il était au téléphone avec Poutine juste avant. Et je pense qu'il était un peu préoccupé, si vous voulez mon avis. Alors, en tant que doyen du corps professoral d'HEC et au nom de tous mes collègues professeurs à HEC, je voudrais remercier très chaleureusement le professeur Duflo. Elle nous a donné une conférence ou fait une intervention à la fois très intéressante, je crois très rigoureuse du point de vue de ce que nous pouvons en apprendre, et aussi avec une portée humaine, puisque ça touche à des problèmes essentiels, j'allais dire de la société, plus que de la société, du monde. Et donc, je voudrais vous remercier encore
en mon nom propre et au nom de tous mes collègues, très chaleureusement. Voilà. Il ne faut jamais laisser un prof s'approcher d'un micro parce que sinon il s'y accroche. Alors je vais quand même en tirer une leçon pour vous. C'est que je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas des économistes, certains sans doute, sûrement même, mais pas la plupart. Mais je pense que la méthode qu'a adoptée le professeur Duflo dans ses propres travaux est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête lorsque vous entendrez parler de management, donc toutes ces facettes. C'est-à-dire se méfier, dans le cas de l'économie, c'est peut-être de l'idéologie, mais en management, c'est se méfier des idées reçues, des intuitions toutes faites, des expériences très ponctuelles qui sont montées en épingle et généralisées, et toujours revenir au fait, s'assurer que dans la réalité, telle action, telle décision conduit effectivement à telle issue, tel résultat. Et donc que ce qu'on vous présentera souvent, ce que vous lirez souvent dans des articles grand public comme étant la recette miracle pour mieux gérer les entreprises, pour avoir de meilleures performances, est quelque chose sur lequel il faut toujours porter un regard sceptique. Et seuls les faits nous révéleront, à condition de les observer de façon correcte, la vérité, la réalité. Et je pense que le professeur Duflo a été extrêmement clair sur cette leçon. Voilà. Alors j'ai le très grand plaisir maintenant de remettre au professeur Duflo probablement le seul papier qui pouvait manquer à son CV, et je le tiens à l'envers, mais c'est pas un diplôme en l'occurrence, mais c'est un certificat de professeur honoris causa à HEC. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Il y a même une médaille. Merci énormément de votre attention, de votre enthousiasme et vraiment bonne chance à vous pour l'année qui vient, les années de scolarité et votre vie future. Et sachez que de fait, de plus en plus d'entreprises utilisent les expériences dans leur travail de tous les jours. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle A/B testing dans le monde du commerce, mais souvenez-vous d'A/B testing et vous pensez, revenez à ça. C'est exactement ce qui nous permet de voir l'effet causal de ce qu'on fait et des manipulations. Vous y trouverez un grand intérêt, je pense. Bonne chance et j'espère que je croiserai certains d'entre vous dans vos carrières futures. Merci. Alors maintenant, le poste pour Barbara remettre. Merci beaucoup. Super. Voilà. Des autres cadeaux. Ça monte. Je vais essayer de le remettre dans le bâton de maréchal parce que c'est très difficile. Fromage, apparemment. Encore ? C'est pas moi, hein. Merci.